Bonjour à toutes et tous. Épisode spécial. Recommençons depuis le début, en -700, mais en nous rendant en d'autres endroits du monde. Car s'il n'a pour l'instant été question que de ce qui s'était passé en Europe et au Moyen-Orient, ce n'est pas du tout par ethnocentrisme forcené, loin de là. Les premiers pas de la connaissance de la Terre ont partout été réalisés il y a bien longtemps. Mais l'Antiquité méditerranéenne reste aujourd'hui, sinon la mieux documentée, du moins celle dont les archives sont les plus diffusées. Mais, comme on peut s'en douter, la question de la forme de la Terre s'est également posée aux autres cultures, que ce soit celles dont les Occidentaux connaissaient déjà l'existence, que d'autres qui lui étaient encore inconnues. Une grande civilisation a découvert la rotondité de la Terre à peu près en même temps que la Grèce, et il s'agit de la plus ancienne de toutes celles qui existent encore de nos jours, j'ai nommé la Chine. 3 théories de la forme de la Terre se succèdent durant l'Antiquité chinoise. D'abord celle dite de la canopée, vers 300 avant l'ère commune, qui présente ciel et terre sous la forme de 2 arches superposées. Puis, au 1er siècle, Zhang Heng se représente l'univers comme un œuf dont la Terre serait le jaune, une représentation du monde qui ressemble beaucoup à celle d'Aristote. Enfin, une théorie d'origine obscure, qu'on appelle Xuanye, propose un espace sans limite où la Terre flotte au milieu des autres corps célestes. Au 7e siècle, Yixing semble être le premier à réaliser pour la Chine une mesure de la circonférence terrestre qu'il surestime pourtant d'environ 18%. Et puisque nous parlons de la Chine, je ne résiste pas à l'envie de revenir à l'époque de traditionnalité, c'est-à-dire le Moyen-Âge, pour vous parler de Shenkuo. Pour vous le présenter, je pourrais dire que s'il venait un jour l'envie à l'humanité de désigner le plus grand génie de tous les temps, Shenkuo serait un candidat de choix. Disons qu'à côté de lui, Léonard de Vinci passerait pour un savant sérieux mais un peu limité. Ça vous donne une idée. Et on peut lui attribuer, sans certitude mais sans grand risque non plus d'être démenti, l'invention d'un petit objet portatif qui allait changer le cap de la géographie de quelques degrés. Le voici. Si vous êtes sceptique, ça ira mieux avec cette version moderne. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Chine pour trouver, à la même époque, des avancées notables en matière de cartographie. Des empires naissent plus près de l'Europe. Par son histoire et sa proximité à la Méditerranée, la culture arabe bénéficie des découvertes grecques et acquiert la connaissance de la sphéricité de la Terre dès sa découverte ou presque. Au début du IXe siècle, soit 200 ans après l'hégire, le calife abbasside Al-Mamoun propose de vérifier les travaux des savants grecs. J'en profite pour faire une petite remarque. On entend parfois dire qu'il est affirmé dans le Coran que la Terre est plate. Mais je ne comprends pas très bien comment un calife abbasside, que l'on nomme le commandeur des croyants, aurait pu demander une mesure de la circonférence du globe si le livre saint dont il était le gardien affirmait que notre monde était plat. Quoi qu'il en soit, grâce à des mesures réalisées sur la plaine de Ninive en 827, le mathématicien Al-Khwarizmi, inventeur de l'algorithme à qui il a donné son nom, donne la meilleure estimation arabe de l'époque, juste à 10% près. Au siècle suivant, le planisphère d'Al-Idrissi succède à celui de Ptolémée et innove en développant la théorie des climats et en portant des informations de géographie humaine. En ce XIe siècle, Al-Idrissi devient ainsi le Ptolémée arabe en héritant de la Grèce, des connaissances chinoises et bien sûr de l'astronomie de son propre pays, très en avance sur son temps. Voici sa carte du monde la plus célèbre, particulièrement bien renseignée. Je vous sens sceptique. On la retourne de 180 degrés. Ça va mieux là? Eh oui, il ne faut pas oublier que le nord en haut, ça reste juste une convention, que la petite invention chinoise que j'ai attribuée à Shenkuo va contribuer à imposer d'ailleurs. Là encore, je vais faire une petite parenthèse. C'est devenu habituel pour nous d'orienter une carte avec le nord en haut. Pourtant, ce n'est peut-être pas la meilleure idée qu'on aurait pu avoir. Car que fait-on lorsqu'on veut lire une carte dans une salle sombre, comme il en existait tant avant la découverte de l'électricité? On la pose sur une table en mettant une bougie comme ceci. Et on a depuis mis au point une méthode très intuitive pour se représenter le relief, en simulant l'ombre que générerait cette bougie si notre carte était en 3D. On appelle ça l'estompage. Mais la source lumineuse qui éclaire la planète, c'est le soleil.
Et ici, en Europe, le soleil passe par la partie sud du ciel. Ainsi, les ombres représentées sur la carte sont exactement à l'opposé de ce qu'elles sont sur le terrain, ce qui est quand même dommage. Mais ne vous avisez pas de changer le code maintenant, car on y est trop habitué. Si on mettait à présent la source lumineuse au sud, on verrait les reliefs à l'envers. C'est là que je me dis qu'on aurait beaucoup gagné en héritant notre sens pratique des Arabes plutôt que des Romains ou des Shaddoks. D'autant plus que, pour nous, latins, l'orientation sud en haut aurait eu un intérêt supplémentaire. On aurait eu l'est à gauche et l'ouest à droite, et ainsi, la course du soleil du matin au soir aurait été dans notre sens de lecture. Et maintenant, changeons de continent. Une partie du monde encore inconnue de l'Occident voit l'essor de civilisations très avancées en astronomie, telles que les Mayas. Mais le peu d'informations que nous avons sur la géographie maya nous apprend qu'ils n'avaient pas conscience de la sphéricité de la Terre et qu'ils se la représentaient comme un carré avec les 4 angles aux points cardinaux. Ça peut paraître surprenant, mais il faut se rappeler que les Mayas n'étaient pas des marins et que la navigation a partout été un facteur essentiel de la découverte de la sphéricité de la Terre. Mais pour revenir sur l'Ancien Monde, signalons que l'Occident ne s'intéressera pas aux travaux d'Al-Idrissi et des autres savants arabes pendant encore quelque temps. Car à cette époque, en Europe, s'abat un grand trouble qui nous sera raconté au prochain épisode.